Donc attention, ces conditions de rang que je n'ai toujours pas définies sont des conditions, j'ai dit nécessaires? Non, ce sont des conditions suffisantes, pardonnez-moi. C'est comme compter, je ne sais jamais dans quel sens ça marche. Donc, Ormander, ce sont des conditions suffisantes qui ne sont pas, en général, nécessaires. De la même manière, ici, et je vous donnerai des exemples plus tard, mais il faut d'abord que je fasse ce résultat avant de donner les exemples, on aura de la contrôlabilité dans des cas où cette condition est vraiment fausse. On paiera ça, mais on verra des exemples. La condition sur le rang. Mais la contrôlabilité exacte ou approchée sera vraie avec ici un C+, ou un C-, peu importe, de manière beaucoup plus générale. Bien. Après, donc, je vais faire des exemples. Il est grand temps de définir ces histoires d'algèbre de Lie, etc. Donc, il ne faut pas se faire de soucis. Donc, vous avez x1, xm, ce sont des champs de vecteurs, donc ce sont des opérateurs. Et là, qu'est-ce que je fais? C'est que chaque fois que j'écris x qui est égal à bi di, pensez que xi, c'est cet opérateur du premier ordre, cet opérateur de dérivation, mais c'est aussi un vecteur, le vecteur bi. Et c'est un vecteur bi en chaque point x. Bi dépend de x. Donc, en chaque point, si rang de Lxm est égal à d, en tout point de d. J'ai complètement oublié de dire ça. De la même façon que ces conditions suffisantes, c'est quel que soit x dans O, quel que soit x dans O. Alors, ce que vous allez faire ensuite, c'est prendre tous les crochets xi, xj. OK? Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que vous faites xi, xj moins xj, xi. Ça, c'est un opérateur du premier ordre parce que ça fait beaucoup de i. Hein. Parce que si vous avez bi, k, d, k appliqué à b, j, l, dl, eh bien, je vais calculer le vecteur dont il s'agit, moins le truc semblable, c'est-à-dire moins bjl dl de bik dk. Ce que vous récupérez, c'est bik dk bjl. Oh, puis je vais mettre dk et dl ici, dk ici. Ouais. Donc, j'applique d'abord le xj, j'applique ensuite le xi, j'applique d'abord le xi, j'applique ensuite le xj. Alors, lorsque vous dérivez ceci, vous trouvez dl. En dl, je vais avoir moins bjk dk bil. Donc, le vecteur qui apparaît devant le dl, c'est cette opération. Vous voyez, c'est b, c'est en fait l'opérateur sur le coefficient, le premier opérateur sur le deuxième coefficient, moins le deuxième opérateur sur le premier coefficient. Donc, vous voyez apparaître un nouveau vecteur. Quant aux termes de dérivée seconde, eux, ils s'annulent parce que grâce à la symétrie de dérivée seconde, donc BIK, BJL, ici vous récupérez D2KL, moins BJK, BIL, D2KL. Et évidemment, comme c'est la symétrie de dérivée seconde, vous échangez K et L, et ce terme-là est évidemment nul. Donc, cette opération de commutation, vous créez un nouvel opérateur d'ordre 1.
tous ces opérateurs d'ordre 1, vous les rajoutez à la liste. Vous avez une nouvelle collection de champs de vecteurs. Et vous recommencez en prenant les crochets de lit entre eux. Alors, il y en a qui sont nuls, je ne fais pas de manière la plus économique, mais peu importe. Et vous recommencez. En fait, il suffit de recommencer avec entre les xi et ces nouveaux-là. Ça suffit. Donc, les xk avec tous les xi, xj, etc., etc. Vous créez ainsi, donc vous voyez, ça c'est la première étape. Donc ça c'est, je vais dire que je vais donner un nom sur le nombre d'opérations. Là, il faut 0 crochet. Là, on a créé le premier rang de vecteurs avec 1 crochet. Deuxième rang avec 2 crochets, ainsi de suite. Donc je vais avoir comme ceci une collection a priori infinie. Il peut se faire que ça s'arrête, il peut se faire que ça continue éternellement. De toute façon, si ça s'arrête, si je trouve que des zéros ou toujours les mêmes opérateurs, ce n'est pas grave. Je peux toujours continuer à les écrire. Étant entendu que la condition de rang, c'est de regarder, on a ainsi une collection de vecteurs qui dépendent de x. Donc, ceci génère tout un tas d'opérateurs x qui sont en fait paramétrés par des indices style i, k, j, etc. Donc, un paramètre dénombrable, mais enfin, peu importe. Donc, ce paramètre, il faut que je vais commencer à être à court de lettres. Donc, on va avoir une collection xm avec des vecteurs bm, où m décrit un certain ensemble que je vais baptiser grand M, qui sont des ensembles de multi-indices, mais peu importe. Vous pensez au chemin dont je me suis servi, l'ensemble des chemins dont je me suis servi pour... Donc là, c'est I, là, c'est IJ, et ensuite, c'est KIJ, etc., etc. Bon, on peut écrire un graphe, etc., mais ça on s'en fout complètement, ça ne change rien au problème. Dire que le rang est maximal, j'y arrive enfin, c'est de prendre la collection des vecteurs BM en un point X. Ça, c'est une collection de vecteurs. Ce sont des vecteurs dans RD. Dire que le rang est égal à D en tout point de D, c'est dire que cette collection de vecteurs est de rang maximal, puisqu'on est en dimension D, en tout point X. Donc, ce qu'on dit ici en tout point de D, c'est de dire que quel que soit X, le rang de cet ensemble de vecteurs ouais, encore que M, avec la mesure invariante, c'est pas terrible comme notation non plus. Hein. Bon. N interdit, allez, P, pourquoi pas. J'essaie de prendre une notation, non, au moins je suis sûr qu'elle apparaîtra nulle part, mais bon, c'est pas gagné. Non, parce que sinon on se passe des probas aux flûtes, j'en ai marre. Q, allez. J'ai déjà utilisé Q pour le cube périodique, mais bon, tant pis, allez, maintenant j'en ai marre. Alors, BQ. Donc, c'est dire que le rang est égal à D. Alors, quelques exemples classiques.
supposer en dimension 2 que vous ayez comme champ de vecteur pour x0, plutôt pour x1 dx, pour x2 que vous ayez x dy. C'est ça en dimension 2. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Dx, ça correspond au vecteur 1, 0. X dy, puisque ça, c'est appliqué sur le gradient, je ne vois que dx. X dy, c'est 0x. Donc, avec juste la première ligne, le rang est égal à 2, quel que soit x différent de 0. En x égale à 0, il y a un problème. Je prends un crochet. Un crochet, c'est faire dx, x, dy. Donc, et on a vu tout à l'heure qu'il s'agissait d'appliquer l'opérateur sur les coefficients. Donc, avec le crochet dx sur x, dy, je suis en dimension 2, je trouve je dérive x, je trouve dy. C'est-à-dire le vecteur 0, 1 qui était le vecteur qui m'intéressait. Donc si je rajoute la première ligne, si je rajoute avec un crochet, suffit à m'assurer que le rang est égal à 2, quel que soit x différent de 0. Supposez maintenant que je prenne dx et x puissance m ou a de x dy. Et que de la même manière, je suppose que a s'annule en 0 et que a est différent de 0, quel que soit x différent de 0. Exactement comme la fonction x. Pensez à x puissance m pour une puissance quelconque. Mais a priori, je peux aussi avoir un 0 d'ordre infini. Toutes les dérivées s'annulent en ce point-là. À nouveau, le rang est certainement 2 pour les mêmes raisons que précédemment, parce que les deux vecteurs qui vont apparaître, c'est 1, 0, 0, a de x. Et si a de x est non nul, ça me fait une base dimension 2 dès que x est différent de 0. Quid de ce qui se passe en x égale à 0? On fait un premier crochet. Donc un crochet, j'entoure pour compter le nombre de crochets. C'est a' de x dy. Deux cas de figure. A' de 0 est différent de 0, c'était le cas d'avant, c'est fini, je m'arrête. Si A' de 0 est égal à 0, je continue. Alors je peux faire un crochet avec dy, mais ce crochet, il vaut 0. Celui-là, il ne sert à rien. Donc je fais à nouveau un crochet avec dx. Ça me crée avec un deuxième crochet. La seule chose que je garde en plus, c'est a seconde de x dy. Etc., etc. Et donc, on aboutit à la remarque suivante, c'est que cette condition de rang va être vérifiée si une dérivée a un certain ordre, en 0 ne s'annule pas. Et donc, l'ordre, ça sera le nombre de crochets qu'il faut remplir, qu'il faut utiliser pour remplir. Bon. Alors, s'il y a un 0 d'ordre infini, la condition est violée.
On verra plus tard que dans une situation qui est en fait totalement inspirée de cela, on peut très bien avoir la contrôlabilité. Donc, ça ne, j'insiste bien sur l'aspect conditions suffisantes. Bon, alors il y a des variantes de ces conditions avec des histoires de fermeture, etc. Mais je ne veux vraiment pas rentrer là-dedans, parce que de toute façon, si on a un zéro d'ordre infini avec les côtés analytiques, etc., bon, il y a plein de variantes. Mais ça ne change pas grand-chose au fond. C'est d'excellentes conditions. Je ne sais pas si c'est nécessaire ou suffisant. En tout cas, c'est d'excellentes conditions suffisantes. Mais attention, ce n'est pas pour ça que c'est nécessaire. Alors, très bien. Donc ça, ce sont des conditions suffisantes pour la régularité. J'ai déjà indiqué qu'il y avait un rapport avec le principe du maximum pour les opérateurs de tels opérateurs hypoelliptiques. J'insiste sur le fait que normalement, hypoelliptique, c'est dire quelque chose de plus que ces conditions suffisantes. Très souvent, quand je dirais hypoelliptique, ça voudrait dire qu'une de ces conditions de Hörmander est vérifiée. Parce qu'au fond, à part des exemples, on ne sait pas faire grand-chose d'autre. Donc la notion générale, elle est gentille, mais ça sert à rien si on ne sait pas comment la vérifier. Alors, bien. Il y a un exemple qui est important pour la physique qui consiste à dire, et je vais vraiment l'écrire en d sur dt plus v gradient x et moins Laplacien v. Donc ça serait typiquement moins Laplacien v plus une certaine force fois gradient v. Alors ça c'est l'équation s'il n'y a pas de force dite de Kolmogorov, enfin peu importe. C'est une équation qui correspond à des propagations de particules avec fondamentalement f égale m gamma. Étant entendu que x point est égal à v, là on le lit ici, et f égale m gamma, c'est-à-dire que x point point, ou v point, si on écrit ça en termes du premier ordre, est égal à un bruit blanc, la dérivée en temps du mouvement brownien, ça c'est pour le Laplacien, et puis plus la force. Donc c'est une force aléatoire, une particule stochastique, avec un bruit blanc dans la force. Alors, quels sont les vecteurs xi? Donc là, je l'écris avec, on a tout le gradient v, à cause du moins demi Laplacien. Donc celui-là, il ne sert à rien, puisque je l'ai déjà. J'ai déjà une base sur les vecteurs v, avec le gradient. Et puis après, j'ai quoi? J'ai non pas v gradient x, puisque je m'intéresse à un problème d'évolution, j'ai d sur dt plus v gradient x. Donc, attention toujours avec ces histoires de dépendance en temps des termes du premier ordre et tout. Maintenant, si je prends le crochet de ces deux opérateurs, indépendant du temps, les d sur dt, on s'en moque. Gradient v de v gradient x, ben ça va me faire un gradient x. En fait, ça me fait la matrice identité fois gradient x. Et donc, avec un crochet de Lie, je récupère un commutateur, je récupère toutes les directions. Et le d sur dt, ah bah oui, parce que si j'ai le gradient x, j'ai gradient v au démarrage, et j'ai d sur dt plus v gradient. OK? Et donc, excusez-moi, ça je suis en train de vérifier la deuxième condition. Hein?
deuxième condition de Hörmander, puisque je me sers du terme du premier ordre. Le terme du premier ordre, c'est en xt. Si je regarde la première condition de Hörmander, elle ne me dit rien. J'ai juste un Laplacien V, je peux faire tous les crochets entre eux, ça fait 0, je ne gagne rien. Donc si je ne regarde que les termes d'ordre 2, je ne vois pas, grâce à la première condition, le phénomène hypoelliptique. Si je teste la deuxième condition, je récupère gradient x, mais si j'ai gradient x comme j'ai d sur dt plus v gradient x, ça veut donc dire que je récupère d sur dt. Et j'ai bien toutes les dérivées. Donc attention, dans ce genre d'approche, on regarde les équations paraboliques comme étant des équations elliptiques dégénérées. Bien. Donc on apprend deux choses. C'est que, 1, la condition de rang est vérifiée. Première condition de rang est vérifiée dans des exemples comme ceci, mais que pour un exemple très naturel pour lequel, si je prends f égale à 0, on sait trouver explicitement la solution fondamentale qui est gaussienne, strictement positive, C infini. Donc on a un comportement très semblable à celui de l'équation de la chaleur. Eh bien, la première condition classique ne donne rien sur cette équation. Alors, il y a d'autres résultats où ça, bon, peu importe. En revanche, la deuxième condition s'applique parfaitement et on est. En particulier, si je veux me servir de cette remarque toujours pas démontrée sur le rang qui entraîne la contrôlabilité, ça n'aura aucune répercussion sur des situations physiques comme des opérateurs de Langevin ou des processus de Langevin, c'est-à-dire une accélération en bruit blanc plus force. Or, c'est quand même une situation physique, avoir des mesures invariantes, comprendre l'ergodicité, c'est quand même pas inutile. Donc, il faudra aller au-delà, mais j'expliquerai pourquoi. Effectivement, on a contrôlabilité. Et prendre des crochets de lit à moins qu'on se serve de la mesure invariante, je n'ai pas le droit avec mes ensembles de contrôlabilité, parce que mes ensembles de contrôlabilité vont que dans un sens. Alors je soupçonne qu'il y ait en fait une extension du théorème de Kalman qui marche bien dans ce cas-là, mais ça ne semble pas connu. Alors, j'indiquais à l'instant Kalman, non, il faudra que mais je voudrais vous en parler, le grand théorème classique de contrôlabilité des systèmes linéaires. Quel est le rôle des crochets? Qu'est-ce que ça devient dans les systèmes linéaires? Pourquoi on retombe sur ce théorème ultra connu de théorie des systèmes? Donc, où en suis-je? On s'est un peu familiarisé, habitué, comme dirait von Neumann, c'est-à-dire on ne comprend rien, mais on s'habitue petit à petit à ce que sont ces conditions. Et je dois maintenant comprendre les relations avec la contrôlabilité. Alors, le fait que cette condition de rang entraîne la contrôlabilité locale était quelque chose d'ultra classique. Je vais vous en convaincre aisément par un petit argument. Ce petit argument, c'est de dire c'est que si je prends les trajectoires z point, donc supposons que j'ai x1 et x2 qui soient deux champs de vecteurs tels que donc x1 égale b1 grade b1 c'est peut-être pas terrible comme notation. On va prendre alpha 1 fois gradient, je vais mettre le 1 en haut pour ne pas être trop gêné, x2 égale alpha 2 gradient, et je sais que les trajectoires associées à xi point égale alpha i de xi, de ce flot,
pour t réel, aussi bien positif que négatif. Ce qui correspond à dire que je prends plus alpha i ou moins alpha i si je n'ai que des temps positifs. Je sais que ces trajectoires restent dans C0. Ça ne dépend pas du temps, quel que soit t. Alors, si je regarde la trajectoire associée au crochet de Lie, et j'identifie le crochet et le vecteur qui me définit mon équadif, alors z de t appartient à C0, quel que soit t. Cela veut dire que quand je prends mes crochets de Lie successifs, j'obtiens des champs de vecteurs le long desquels, en termes de flot, je reste dans l'ensemble de contrôlabilité. Si maintenant le rang est maximal, ça veut dire que je peux bouger dans toutes les directions. Et c'est pour ça qu'on a la contrôlabilité locale. Donc de cela, on déduit facilement que quel que soit x dans D, il existe un delta tel que la boule centrée en x est de rayon delta. Je vais mettre, pardon, quel que soit y dans D. Il existe delta tel que b de y et de delta appartiennent à C0 de y. Bon, il y a une petite chirurgie à faire sur le fait qu'on puisse vraiment aller n'importe où, mais il n'y a vraiment pas de difficulté là-dessus. Et on n'a même pas... Bon. OK, je n'ai toujours pas démontré ce point, hein, donc ça c'est un fait à démontrer. Une fois qu'on a cette propriété, à ce moment-là, la démonstration est très très simple. Pour conclure à la contrariété globale, c'est lié à... Parce qu'en effet, je sais par définition que C0 est fermé, puisque j'ai... Et en fait, il est ouvert. Parce que si je prends Y qui est dans C0, C0 de X, C0 de Y est contenu dans C0 de X. Ça, c'est la propriété de semi-groupe des C0. Et je sais qu'il existe une petite boule qui est contenue dans C0 de Y et contenue dans C0 de X. Donc C0 de X est un voisinage de chacun de ces points étant fermé, c'est le domaine tout entier. Je prends un domaine connexe. Évidemment, s'il y a des poches séparées, je peux pouvoir sauter de l'une à l'autre. Bien, donc voilà pourquoi il y a contrôlabilité locale. Voilà comment, très simplement, on a contrôlabilité globale. Donc tout ça, c'est ultra classique. Bon. Il y a une petite observation que sur laquelle je ne veux pas trop insister. C'est que de dire que le rang est maximal avec O plus K crochet est une condition ouverte. Parce que si avec K crochet je génère un ensemble de rang maximal, je vais perturber, ça veut dire que j'ai une partie de ces... Je peux extraire une matrice extraite qui soit inversible. Et les coefficients, tous les coefficients générés sont continus.
Donc, pour des points proches, je vais avoir que la même extraction de matrice est toujours inversible, et donc c'est une condition ouverte. Alors ça permet, en réfléchissant avec les tailles, etc., avec un tout petit peu de topologie générale, ça permet de voir que sur un compact, lorsque la condition est vérifiée en tout point et que les coefficients sont réguliers, j'ai un nombre maximal de crochets qui suffit à générer le rang sur un compact. Pas vrai sur l'espace tout entier. Donc ça peut être pratique. Ça crée des uniformités. Donc en fait, même ici, on peut démontrer que le rayon de la boule, grâce à ça, sur un compact, est indépendant du point. Bon, alors je passe sur les détails. Et j'en arrive à ce fait-là. Ce fait-là que je vous avais énoncé, je disais, oui, la semaine prochaine, peut-être dans 2 semaines, c'était environ 4 cours. Parce que tout est beaucoup plus long que je ne l'imaginais dans ma petite tête. Alors, cette histoire de crochet de lis, je vous ai dit il y a très longtemps, c'est exactement ce qu'on fait lorsqu'on fait un créneau. Parce que j'ai une direction qui n'est pas, en voiture. J'ai une direction qui n'est pas permise pour la plupart des voitures. Je ne peux pas me déplacer perpendiculairement à l'axe de la route et à l'axe de la voiture. Mais je peux un peu tourner. Okay. Et voici le trajet que vous allez faire. Donc vous partez d'un point X. Vous vous baladez avec le champ de vecteur x1 sur un temps plus epsilon. Ultra classique. Et même si moi je l'ai appris bien plus tard, Luc Tartare a raconté ça dans ses cours, mais en fait, c'est ironique pour ceux qui connaissent les détails, mais ça se trouvait dans les début des années 60 dans un article de Bonny. Tu comprends toute l'ironie de la chose, François. Ah, ça c'est certain. C'est évident que Luc ne savait pas, sinon il aurait refusé de se servir de cet argument. Donc, bien sûr, il ne le savait pas. Vous appliquez ensuite sur un temps epsilon le deuxième champ de vecteur. Après, vous appliquez le champ de vecteur x1 sur un temps moins epsilon. Okay. Et enfin, le champ de vecteur x2 sur un temps moins epsilon. Et le point que vous obtenez ici, donc ce que je vais appeler ici y, est semblable à ce que vous obtiendrez pour le crochet de lis de x1 et de x2 en temps epsilon carré, plus un petit o de epsilon 2. Voilà. Ben, c'est fin de la démonstration, parce qu'après, c'est uniquement de l'analyse pour comprendre que si vous avez ces informations-là, bien essentiellement, vous pouvez vous balader en restant dans le domaine le long de la trajectoire correspondant à x1, x2. Donc ça, c'est l'idée vraiment essentielle. Je ne peux pas tout refaire sur tous les domaines que j'aborde. Donc, totalement classique. Quand dire que cette construction correspond à résoudre
l'équation différentielle ordinaire. Hein, donc, résoudre en temps plus epsilon pour l'une, en temps plus epsilon pour l'autre, en temps moins epsilon pour la première et en temps moins epsilon pour la seconde, ça correspond à résoudre en temps epsilon carré pour le crochet de Lie des deux champs de vecteurs. Bon, ça se démontre en faisant un développement limité. Hein. Absolument pas difficile. C'est totalement élémentaire. Il est totalement élémentaire de vérifier ceci. Donc, développement limité à l'ordre 2 de chacun de ces équadifs. Vous poussez, vous calculez de manière bestiale et ça vous donne le résultat. On peut faire ça de manière plus intelligente, mais ça, ça marche. Et c'est exactement le principe du créneau. Hein. Vous commencez par tourner incurvé dans un sens, vous incurvez dans l'autre sens, vous incurvez dans ce sens-là, vous incurvez dans l'autre sens, et vous êtes très très proche d'avoir fait un déplacement perpendiculaire, en ayant des déplacements qui sont limités en ouverture d'angle. Bon, alors il y a des jeux sur les plus, moins, vous pouvez faire des variantes, il n'y a pas de souci particulier. Des fois, vous allez rencontrer plus epsilon, plus, moins, au sens de moins, plus. C'est pareil, c'est-à-dire que vous changez x2 en moins x2. C'est le même crochet de Lie, mais ça vous donne un autre crochet de Lie. Donc l'ordre des signes n'a pas beaucoup d'importance, je dis ça pour les créneaux. Bien. Ok, donc ça c'est cet aspect. Voilà pourquoi le lien entre ces conditions de Hörmander, en tout cas sans les termes d'ordre 1 et l'ensemble de contrôlabilité. Bien entendu, si on a la propriété 6, ça veut dire que même si vous rajoutez un champ de vecteur bêta, eh bien, essentiellement, C plus de, et même un peu moins qu'essentiellement, C plus de x et de t, il est égal à d, quel que soit t strictement positif. Et la contrôlabilité approchée si cette condition a lieu. Entraîne C plus de x et de t égale à d, quel que soit x, quel que soit t strictement positif, si la condition de rang est vérifiée. Bien. Il ne me reste plus qu'à démontrer ce bazar-là. Alors, c'est à la fois simple et pas si simple que ça. Il y a des petites difficultés. Et toujours des difficultés associées à la fermeture. Donc, dans un premier temps, je vais prendre l'ensemble dans C+, avant la fermeture, c'est-à-dire atteint par des trajectoires. Donc, si je prends Y dans C, qui est atteint à partir d'une trajectoire, c'est-à-dire que j'ai une transition de X à Y en temps grand T avec un certain contrôle U. Bon, ça, c'est une notation symbolique que j'aime bien parce qu'elle est assez pratique. On lit toutes les informations dessus. Parce que sinon, il faut écrire des lignes. Donc, si j'ai une telle transition, ça, si je prends la fermeture, ça me donnera C plus de x et de t. La raison pour laquelle j'insiste à avoir quel que soit epsilon et pas une sous-suite ou une suite de epsilon n, c'est à cause de la condition qui apparaît pour l'ergodicité dans laquelle je dois comparer les ensembles C+, à partir de deux points différents, mais au même instant. Au même instant. Donc là, en me servant de ces zéros, ça va, j'aurai le droit de faire ça, parce que je suis en train de générer les mêmes instants.
si c'était à des instants différents, ça peut avoir beaucoup bougé. C'est pas clair. Je n'ai pas a priori de borne sur les vitesses de déplacement. Bien. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Il suffit maintenant que je prenne en temps 1 une transition. Donc ça, c'est avec le système, avec le bêta. Hein, ça, c'est le système plus. Dire que je prends un point qui est dans C0, c'est pas le Y celui-là, excusez-moi. Aïe, 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 aïe. Donc c'est un point Z. Donc je prends Z ainsi, quel que soit Z tel que. Là, le théorème que j'essaie de démontrer, c'est avec un Y qui est dans C0 de Z. Ça suffit, puisque après, il y a une opération de fermeture. Mais l'opération de fermeture, elle n'est pas vraiment gênante. Bon. Si je prends Y dans C0 de Z, qui est dans C0 de Z, et là, je vais avoir un certain contrôle V pour le système 0, c'est-à-dire sans bêta, avec une transition dont le temps est quelconque, que je prends 1. En d'autres termes, c'est que j'ai la solution de Z point égale sigma alpha de Z V. Z de 0 est égal à petit z, et Z de 1 est égal à Y, où V là-dedans est un élément fixe dans L2. Je vais maintenant changer d'échelle pour faire une transition en temps epsilon. C'est-à-dire que je pose Z, je regarde Z epsilon qui est égal à Z de T sur epsilon. De sorte que comme Z met un temps 1 pour passer de Z à Y, Z epsilon met un temps epsilon pour passer de Z à Y. Z epsilon vérifie que Z epsilon point est égal à 1 sur epsilon sigma alpha de Z epsilon, V de T sur epsilon dt. Ce qui est un contrôle tout à fait admissible, avec un 1 sur epsilon devant. Bah, évidemment, je dois dépenser beaucoup plus d'énergie, je dois secouer beaucoup plus fort pour aller beaucoup plus vite. Mais j'ai besoin de prendre un bêta. Donc j'introduis maintenant une autre trajectoire, Z tilde, dans lequel je vais garder le contrôle qui me fait la transition en temps 1, mais je vais rajouter la partie qui manque, c'est-à-dire que je vais mettre epsilon bêta de Z tilde dt. Z tilde de 0 est toujours égal à Z. Et ce qui est certain, c'est que si je regarde le point auquel j'aboutis, ce n'est pas Y, mais je suis à distance epsilon de Y. Z de 1 moins Y est majoré par un C epsilon. Alors ce C dépend de tout ici. Hein. Il ne dépend pas de epsilon, c'est la seule chose dont il ne dépend pas, mais il dépend de Y, de Z, de bêta, de tout ce que vous voulez. C'est la dépendance à nouveau, la dépendance continue par rapport aux paramètres d'une équation différentielle ordinaire. Et maintenant, si je fais le changement d'échelle précédent, que je me ramène à Z tilde epsilon égale à Z tilde de T sur epsilon, je fais les choses très lentement, eh bien, Z tilde epsilon point est égal, c'est comme tout à l'heure, sigma alpha de Z tilde epsilon
1 sur epsilon v de t sur epsilon, ça c'est comme précédemment. Mais j'ai ce terme qui est là. La dérivée par rapport au temps crée 1 sur epsilon, et c'est fait pour, ça me donne un bêta. En fait, j'aurais dû écrire ceci, faire la petite perturbation, et remonter ici pour voir de combien on s'était écarté. Et donc, à ce moment-là, je peux effectivement dire que z tilde epsilon, à l'instant epsilon, c'est z tilde au point 1, z tilde à l'instant 1. En fait, ce z tilde, il dépend déjà de epsilon, mais bon. Okay. C'est z tilde de 1, dont j'ai obtenu l'information qui est ici. Là, j'ai vraiment un contrôle, j'ai vraiment mon bêta. J'en déduis donc que z tilde de 1 appartient. J'ai une trajectoire qui va de x à z. J'ai une trajectoire qui va maintenant de z à z tilde de 1 en temps epsilon. Donc z tilde de 1 appartient, règle de concaténation, à c plus de x t plus epsilon. Bien. Et z tilde de 1, c'est mon y epsilon. Donc, si j'ai une trajectoire, j'ai un point. Bien. Alors, la principale difficulté, ce n'est pas dans la fermeture qui est ici, puisque de toute façon, je crée des choses qui sont des approximations. C'est un tout petit peu plus compliqué avec la fermeture qui est là. En d'autres termes, ce que je sais, c'est que je peux prendre, pardonnez-moi, maintenant un z qui est une limite quand delta tend vers 0 de z delta, où les z delta sont obtenus comme précédemment à travers un certain contrôle. Donc z delta, il y a une transition de x à z delta en temps grand t. Ça, c'est la fermeture qui est ici. Je sais à ce moment-là que si je prends y qui est dans C0 de C0 de Z, bien, alors il faut que je sois un tout petit peu plus précis que ça. Donc, ce que vous allez créer, c'est des points y epsilon delta en se servant du résultat précédent sur les z delta. Vous allez créer un point, une suite de points y epsilon delta, une double famille y epsilon delta, qui tend vers y, quel que soit delta strictement positif. Okay. Et ce que vous savez, c'est que les z delta tendent vers z. Okay. La question, c'est peut-on choisir un delta qui dépende de epsilon, tel que y epsilon delta de epsilon tendent, quand epsilon tend vers 0, vers y. Alors, si on avait des suites,
c'est un processus de suite diagonale. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. C'est des choses qu'on fait en classe préparatoire. En revanche, ici, pour toujours conserver les temps exacts, je ne veux pas extraire de sous-suite, je ne vais pas extraire de sous-famille. Intuitivement, c'est évident. Si vous avez ceci, vous avez cela. Pourquoi ? Parce qu'intuitivement, il s'agit de faire tendre delta vers 0 tellement doucement. Okay. Bon, alors la construction se fait. Vous ne voulez pas vous servir de l'axiome du choix, donc vous pouvez faire une discrétisation. Je vous laisse réfléchir à ce genre de considérations discrétisées, et comme ça devient continu, et puis vous avez ça devient des espaces de suite, et ça se fait. Bon, je ne vais pas vous embêter avec les détails, mais une fois de plus, il y a des questions liées à la fermeture, et il s'agit de jouer sur ces caractéristiques-là. Bon. Que dire de plus? Donc voilà pourquoi, effectivement, ce qui est très intuitif, un peu plus pénible à écrire exactement, notamment à cause de ces histoires de fermeture, auxquelles il faut vraiment prêter garde. On aboutit effectivement à ce genre de propriété, ce qui surtout signifie que si le rang, que grâce à la partie des opérateurs d'ordre, la partie du deuxième ordre sur les opérateurs qui nous occupent, eh bien, à tout moment, dans cet espace de contrôlabilité, on peut aller aussi vite que l'on veut dans l'espace de contrôlabilité pour lequel vous n'avez pas le champ de vecteurs du premier ordre. Alors, c'est bien beau, ça nous dit surtout que si le rang est maximal, on a la contrôlabilité que l'on voulait. On a étudié relativement en détail. Si le rang est maximal de la partie du second ordre, c'est bon. Est-ce que ça suffit? Pas tout à fait, parce que je vais maintenant conclure. Je ne veux pas les garder au chaud pendant les vacances. Et à nouveau, j'ai fait la moitié de ce que je voulais faire aujourd'hui, avec quelques exemples. Premier exemple, c'est je reviens sur Fokker-Planck. C'est d sur ds plus v gradient x. Moins Laplacien v, on sait que le reste ne joue aucun rôle. Et je regarde pour cet opérateur l'ensemble de contrôlabilité, c'est-à-dire résoudre à des signes près, changer v en moins v, ce qui ne pose évidemment aucun problème, c'est-à-dire résoudre fondamentalement tel que je l'ai écrit, malheureusement c'est un moins v, mais enfin bon, c'est un peu idiot. C'est regarder x point égale v, et v point est égal à u, contrôle quelconque. Sur 0 epsilon, principe de tout à l'heure, je peux me déplacer dans les espaces de v comme je veux. Donc, on va, l'espace C plus de x et de grand T, quel que soit T strictement positif, va toujours contenir, ou plus exactement, la projection en V est toujours égale à RD. Mais on a beaucoup mieux que ça. Parce que instantanément, grâce à U, je peux faire un saut sur V, que je ne vois pas sur le X point, et atteindre le V que je veux, peu importe mon V de départ. Donc c'est un C+, oui. C'est XV ici.
Et si j'ai le V que je veux, bien je peux prendre V égale Y moins X sur grand T. Donc l'idée c'est je pars d'un certain, je vais appeler ça V1. Je pars d'un certain V0. Instantanément, en temps epsilon, je saute de V0 à V1. Eh bien, et ensuite, j'applique ceci, puis si vous voulez recoller les morceaux, vous prenez ici le temps t moins epsilon. Ouais, c'est pas terrible, t. Allez. Je me sers maintenant de la trajectoire où je prends U égale à 0 et V1, constant. J'obtiens à l'instant grand T un point X grand T, Y là est absolument quelconque, qui est majoré par C fois epsilon. C'est le temps qu'il m'a fallu pour faire la transition. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, effectivement, si j'étais parti exactement de x, je serais arrivé exactement à y, mais sur un temps epsilon, j'ai donné une grande secousse à v, mais je le fais avec une trajectoire qui reste bornée. La vitesse de déplacement est non bornée, mais la trajectoire est bornée. En fait, je peux me déplacer sur la ligne droite. Et si elle est bornée, c'est qu'en temps epsilon, mon x s'est décalé de c epsilon. Et donc x va maintenant être transféré en quelque chose de proche. J'arrive à quelque chose de proche de y, et comme j'ai pris u est égal à 0, le v n'a plus bougé. V de t est égal à v1. Et donc, j'ai montré que y, pardon, je ne bouge plus, donc c'est V0 à V1 en temps epsilon, oui. Et donc, c'est comme ceci que j'ai montré que V1 est dans C plus de x et de mon V0 et d'un temps t plus epsilon. Alors vous pourriez me dire, ça, ce V1, ce n'est pas tous les V. Mais à nouveau, je peux faire un petit saut, quitte à prendre encore un temps epsilon, pour avoir un YW qui soit dans C plus de x V0 t plus 2 epsilon. Vous voyez bien l'idée, c'est je peux bouger en V comme je veux, j'ajuste mon V pour trouver le x, et puis après, c'est toujours simple de rajuster le V. Donc toute la puissance d'avoir la contrôlabilité parfaite, immédiate dans l'espace des V, permet de compenser, sans jamais faire le moindre commutateur, permet de compenser le manque de contrôlabilité globale que l'on avait. Il n'y a pas de commutateur là-dedans. Donc attention, les commutateurs sont une manière simple d'assurer la contrôlabilité. Quand je dis qu'il n'y a pas de commutateur, ce n'est pas tout à fait exact, parce que les commutateurs dans des cadres linéaires, ça change un petit peu. Alors donc il y a un cas que je n'aurai vraiment pas le temps de traiter aujourd'hui. Enfin si, je vais... Non, je n'ai pas le temps. Mais je conclus avec le théorème de Kalman pour des systèmes linéaires. Le théorème de Kalman consiste à regarder x point égale à x plus bu, mais je vais plutôt écrire ça pour tenter d'être... Ouais, bon. Bu plus ax. Donc le B, les colonnes de mon B, c'est les colonnes de mes sigma.
et AX, c'est le bêta. Donc, le système linéaire vu ainsi correspond à des sigma indépendants de x et un bêta affine ou linéaire. Donc, c'est AX plus B, si vous en avez envie ici. Bêta affine. Donc, c'est très spécial. Le théorème de Kalman vous dit que vous avez contrôlabilité si et seulement si le rang de la matrice B, vous mettez toutes les colonnes de B, AB, etc., jusqu'à AD-1B est égal à D. Bon, après, ce n'est pas la peine de rajouter d'autres puissances supplémentaires de A, puisque vous savez que pour une matrice carrée D par D, théorème de Cayley-Hamilton, toutes les puissances supérieures à D sont des combinaisons, enfin, il y a un polynôme de degré D qui annule la matrice A. Donc ça veut dire que toutes les puissances plus grandes vont donner des combinaisons linéaires de toutes ces matrices. Donc vous ne rajoutez rien par rapport au rang. Donc ça, c'est une spécificité du problème linéaire. Alors, là, on a en temps positif, hein, c'est contrôlabilité en temps positif, c'est cette condition de rang. Quelle est l'histoire des crochets de lit? Et je conclue là-dessus pour qu'on voit bien le rapport. C'est un résultat très facile à démontrer dès qu'on fait un cours je dirais, d'automatique au sens large, niveau, allez, on va dire M1, ça se démontre facilement. Donc je conclus en disant quels sont les champs de vecteurs en cause ici. Bien, vous avez un champ de vecteurs qui est B gradient, mais attention, ce B-là, il est constant. Et puis, vous avez un bêta qui est égal à x plus b. On va dire bêta égale à x. Qu'est-ce que c'est le commutateur? Allons un peu à la pêche. C'est quoi le commutateur de B gradient et de bêta gradient? Alors, B, on sait que ce qu'il faut, c'est B gradient bêta moins bêta gradient B. Mais B est constant. Donc le moins, il n'y est pas. Et donc ce que vous obtenez, c'est B gradient B. Et comme vecteur gradient. Et ça, c'est quoi? Gradient bêta, c'est évidemment lié à A, et toujours des histoires de transposition. C'est comme ça que vous générez les vecteurs colonnes de la matrice AB. C'est que, en fait, ceux-ci, ce sont les commutateurs des champs de vecteurs lorsque vous prenez des champs de vecteurs qui sont, pour le contrôle, tous constants et quelque chose qui est affine ici. Alors, je pense qu'il y a une extension, je ne sais pas si quelqu'un ici connaît ces extensions, mais je pense qu'il y a une extension de ceci, du théorème de Kalman, dans un cadre un peu étrange, où on aurait ici un f de x, mais toujours une partie linéaire, on le contrôle. Donc ça, le cas parce qu'à nouveau, il y a un des termes du crochet de lit qui va disparaître, avec des conditions comme ceci, un peu plus globales, ce qui aurait une certaine utilité pour nos espaces de contrôlabilité. Je n'ai pas fait tous les éléments de la démonstration, mais je pense qu'il y a une petite chance. Ce qui serait relativement intéressant, parce que cela consisterait à dire que si j'ai une partie du deuxième ordre à coefficient constant, la condition de rang, même si c'est que dans un seul sens du temps, suffit pour la contrôlabilité. Bon, point trop n'en faut. C'est le fait que la partie moins des crochets de lit s'annule, doit assurer qu'on n'a besoin que de faire écouler le temps dans le sens positif. C'est ça l'intuition qu'il y aurait. J'ai pas fini, j'ai pas fait de démonstration de ceci, c'est simplement un côté un peu intuitif.
Donc voilà, là on a vu tous des cas où on obtient bien les informations sur l'espace de contrôlabilité avec des situations où le rang est quand même rempli, soit avec l'opérateur du premier ordre, soit sans l'opérateur du premier ordre. Pour conclure, et j'arrête là, un cas, et puis je reviendrai un tout petit peu sur les histoires d'ergodicité plus tard, sur ces histoires de contrôlabilité un peu plus tard. Je conclus avec mon exemple favori. Je prends un cube périodique. Je m'arrête, je suis vraiment désolé de vous retenir autant. Et je regarde moins 1,5 de D2 sur de D des X plus lambda 2 D2 sur DY2 sur DY carré plus 2 lambda D2 de X dy, de sorte que ceci, c'est grosso modo la dérivée correspondant à X plus lambda Y. Donc c'est un opérateur de dérivée seconde directionnelle pure, à coefficient constant, donc ça ne peut pas être époelliptique parce qu'en tout point, j'ai un seul champ de vecteurs et je ne peux en générer aucun puisqu'il a coefficient constant. Okay, donc c'est violemment pas hypoelliptique. Le rang, quel que soit xy, le rang de l'algèbre de Lie, il n'y a pas de vecteur il n'y a pas de terme du premier ordre, il est égal à 1. Bon, rien à faire. En même temps, l'espace de contrôlabilité, le C+, le C0 d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas de champ de vecteur, le C0 est égal au domaine de périodicité si lambda est irrationnel. Parce que vous êtes en train de vous déplacer sur une pente de courbe irrationnelle, que vous pouvez vous déplacer le long de cette droite qui se répète dans le tore aussi vite que vous le voulez, et que cette droite remplit tout l'espace. Comme vous avez le droit de fermer, enfin, est dense dans tout l'espace. Comme vous avez le droit de fermer, vous avez que C+ est le domaine tout entier, et la condition de rang est violemment fausse. Donc attention, on loupe beaucoup avec la condition de rang. Donc c'est sympa parce que la condition de rang, l'hypoellipticité et l'uniforme-ellipticité vont nous permettre de vérifier certaines des hypothèses comme l'équicontinuité très facilement. On voit sur cet exemple que oui, il y a beaucoup d'autres considérations qui peuvent jouer. Un autre exemple extrême, c'est de dire, vous prenez un système dynamique en dimension 1, la condition de rang, deuxième condition de rang, c'est quoi? Un système dynamique, c'est une équadif, un champ de vecteurs. La condition de rang, c'est dire que le champ de vecteurs ne s'annule pas. C'est ça. Donc, un point stable dans R tout entier, c'est un point où le champ de vecteurs s'annule. Toutes les trajectoires sont attirées, c'est quand même parfait pour ergodicité. Hein. Et la condition de rang, elle est précisément fausse au point qui est le point d'équilibre. Donc c'est quand même un peu gênant. Donc attention, les conditions de rang sont de bonnes conditions lorsqu'on est en train de travailler avec des parties qui sont dominées par la partie du deuxième ordre. C'est très loin de faire l'affaire dans plein de circonstances. Mais c'est déjà un cadre. Comme je dirais que 90% de la littérature sur le sujet de l'ergodicité ou du comportement en temps long, c'est dans le cadre uniformément elliptique qui est la condition de rang avec la première couche uniquement sans crochet de Lie, qu'il y a 5% de la littérature ou peut-être même 8% de la littérature sur le cas hypoelliptique, mais on est très 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 loin du compte. Très très loin du compte. Sur ce, je vous ai gardé en retard, pardonnez-moi, mais je voulais au moins finir cela parce que déjà que je vous demande, dans un cours un peu morcelé, que je vous demande de vous souvenir de ce dont je ne me souviens pas, c'est-à-dire ce que j'ai fait quelque temps auparavant. Mais si en plus, là, avant cette longue période, je vous disais, je reprends la remarque au point où je l'avais laissée, ça serait quand même demander beaucoup de votre gentillesse et de votre patience. Donc voilà pourquoi j'ai voulu finir un peu plus tard. Vous avez quand même
une pause substantielle pour vous remettre de vos émotions. Et donc, on se revoit dans 3 semaines. Et d'ici là, bonne fête de fin d'année à tous.